De retour sur notre Live TV CAIC 2016, nous accueillons maintenant David Naïm et Laurent Majubert qui sont tous les deux associés EY. Alors David, bonjour déjà. Bonjour. David, est-ce que vous pourriez peut-être pour commencer revenir pour nous sur les grands enjeux de création de valeur associés au digital, puisque c'est sur ce thème que vous interveniez ce matin? Alors il y a des enjeux, des opportunités de création à la fois sur la top line et puis aussi sur les coûts. Sur la top line, on peut à la fois créer beaucoup de nouveaux revenus en explorant les nouveaux modes de consommation, le développement de nouveaux services, car le digital permet de créer des services. Et puis aussi, on peut développer des nouveaux canaux de commercialisation autour de l'Internet, qui est un monde extrêmement complexe au sens de la commercialisation, aller chercher des nouveaux clients, aller chercher des nouveaux pays. Et puis sur les modèles opérationnels, il y a beaucoup de choses aujourd'hui à voir aux côtés des nouveaux modes de production industrielle grâce au digital. Et puis enfin dans les organisations elles-mêmes où le digital permet de déconcentrer, de travailler de manière très différente que par le passé. Par rapport à tous ces points que vous venez d'évoquer, comment vous jugez, vous évaluez le degré de maturité des entreprises françaises? Alors il est très fort quand il s'agit de comprendre et d'accepter que le sujet du digital est important. Ça aujourd'hui il n'y a plus trop de débat. Après il est un petit peu moins fort quand il s'agit de déterminer le sens qu'on va en donner en fait à l'entreprise autour du digital. Est-ce qu'on le fait parce que les barbares attaquent ou est-ce qu'on le fait parce que justement il y a des vraies opportunités de traiter les clients différemment. Et puis après il est encore un petit peu moins fort quand on parle du comment en fait transformer le digital. Parce que là, effectivement, il y a des problématiques à la fois de transformation de l'organisation et au niveau technologique en premier lieu. Il y a des problématiques de développement du capital autour de la donnée, qui suppose des investissements technologiques encore une fois, mais aussi des nouvelles compétences. Et enfin, il y a un autre sujet qui est très important, dont on parle un petit peu moins, notamment dans les ETI, dans les PME, mais qui est très important, c'est le problématique de la sécurité, de la cybersécurité, de la gestion de la privauté des données. Et là, c'est aussi un champ qui est très important, qui est, sur lequel aujourd'hui les entreprises ne sont pas tout à fait matures encore. D'accord. Du coup, si des entrepreneurs nous regardent, quel conseil vous leur donneriez sur quel sujet clé ils devraient se concentrer dans un premier temps? Pour moi, le premier et l'essentiel, c'est l'expérience client. Comprendre ce que le digital change dans l'expérience client et comprendre ce qu'on doit changer dans l'entreprise pour servir cette nouvelle expérience client. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un sujet de compétences. Il faut que le comité de direction et ensuite toute l'entreprise monte en compétences sur les sujets digitaux, qu'ils soient technologiques, qu'ils soient économiques, qu'ils soient d'innovation. Et enfin, le troisième point, c'est la connexion avec l'écosystème digital. Comment est-ce qu'on peut mieux travailler, comment est-ce qu'on peut travailler tout court d'ailleurs avec les startups, comment on peut faire travailler les startups entre elles au service d'une entreprise. Et ça, c'est un sujet extrêmement complexe pour toutes les entreprises et particulièrement aujourd'hui pour le mid-cap et pour les PME. D'accord, très bien. Merci. Et si on revient plus globalement sur le sujet de la création de valeur, je sais que l'AFIC, en partenariat avec EY, a publié cette année une nouvelle étude sur la création de valeur. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur cette étude? Oui, alors c'est effectivement une initiative nouvelle. Ce qui distingue l'étude par rapport à d'autres qu'on a déjà connues sur la création de valeur, le premier élément c'est la fiabilité, puisqu'elle s'assoit sur des interviews individuelles menées avec chacun des cédants dans le blanc des yeux, où on a recalculé l'ensemble des chiffres. Donc on sait qu'on a une base totalement fiable. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que c'est représentatif, puisqu'on a près des 3/4 des fonds sollicités qui ont pu répondre. Et on sait que dans ce panel, certains ont eu des performances plus contrastées. Donc on sait aussi que ce profil de performance est bien représentatif de l'ensemble du marché. Et dernier élément, on a pu poser des questions très détaillées, très qualitatives sur la création de valeur, mais aussi sur la partie, on va sans doute y revenir, de la croissance organique de l'EBITDA et de la manière dont opérationnellement se crée la valeur aujourd'hui. D'accord, juste peut-être préciser, donc c'est la création de valeur dans les entreprises? Alors dans les entreprises détenues par des membres de l'AFIC, donc généralement sous LBO mais aussi sous capital développement et dans certains cas sur du venture, entreprises entre 20 et 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc un critère assez simple on va dire de PME ETI française. D'accord.
Et alors très brièvement, quels sont les principaux enseignements de cette étude cette année? Alors brièvement, 3 éléments. Sur la croissance d'EBITDA en elle-même, donc ce qu'on appelle communément l'excédent brut d'exploitation en France, c'est lié essentiellement à une croissance organique des volumes à hauteur de 63%. Donc c'est surtout un effet commercial, chiffre d'affaires. L'effet des acquisitions complémentaires, ce qu'on appelle les build-up, ne joue que pour 29%. Et il n'y a que 8% qui est expliqué par l'amélioration de rentabilité par la structure de coûts. Donc c'est avant tout un sujet de croissance opérationnelle. Donc ça c'est sur la croissance de l'EBE. Plus globalement sur la mesure de création de valeur, donc sur l'évolution de la valeur des entreprises, on retrouve majoritairement cet aspect croissance d'EBITDA à hauteur de 74%. Et contrairement à une idée reçue, le désendettement ne joue que pour 13%. Et la variation des multiples de valorisation ne joue que pour 13%. Donc là aussi, on reste sur un sujet éminemment opérationnel qui est corroboré par le 3e point sur l'emploi, où sur une durée de détention moyenne de 6 ans, on a mesuré très précisément une croissance d'emploi de 39%, donc à peu près 6% par an, sachant que 4 emplois gagnés sur 10 sont organiques, le reste étant lié à ces acquisitions complémentaires. Par rapport à toutes les autres études que vous pouvez mener, Oui. est-ce que ce sont des résultats qui se recoupent Alors oui, notamment quand on compare avec l'Europe. L'idée était partie de l'étude PE-Exit développée par le cabinet EY depuis 10 ans en Europe. On retrouve à peu près les mêmes economics en termes de retour sur investissement, en termes aussi de durée de détention, qui sont maintenant plutôt de 5 à 6 ans. Et on constate aussi des écarts qui se réitèrent un peu année après année entre les 3 grands pays du capital investissement en Europe, à savoir souvent une Allemagne qui arrive première grâce à des effets de multiples d'entrées qui sont souvent intéressants avec des niveaux d'acquisition à l'entrée qui sont relativement bas. Une France souvent deuxième parce qu'elle est souvent la meilleure en termes de croissance d'EBITDA justement et de résultats opérationnels. Et l'Angleterre qui généralement arrive avec des résultats un peu plus contrastés mais beaucoup moins volatiles sur un marché très mature outre-Manche. D'accord. Écoutez, merci à vous et puis bonne fin de journée. Merci. Quant à nous, on va se retrouver dans quelques minutes avec Dominique Saut, PDG du groupe Éminence, et Étienne Collat pour un point sur le partenariat entrepreneur-investisseur.